S'habiller ou ne pas s'habiller, ça dit quelque chose de chaque personne. Déshabillez-vous. H-V. Déshabillez-vous. Quand t'es bien habillé, que tu te trouves frais ou fraîche quand tu te regardes, eh ben en fait, ça te permet de sécréter des endorphines. Déshabillez-vous. Salut, moi, c'est Samia Boujard et tu t'apprêtes à écouter Déshabillez-vous avec Elisabeth Klaus. Bonjour, Elisabeth Klaus. Bonjour Samia. Merci Elisabeth d'avoir accepté mon invitation en cette journée pluvieuse. Oui, on enregistre cet épisode dans une journée pluvieuse et grise. Bon, alors aujourd'hui, j'ai l'honneur, franchement, c'est trop bien. T'es dans mon petit bureau. Moi, j'ai tous mes petits brols un peu à gauche, à droite. Ils sont très bien, tes petits brols, et c'est moi qui suis ravie d'être là. Merci. Je commence toujours par dire les quelque chose que je connais à ton sujet et que n'importe qui pourrait trouver à ton sujet en googlant ton nom sur Google. Est-ce qu'on dit googler sur Google? Non, c'est un... Pléonasme. Oui, hein. Donc googler, ça suffit. Oui, je crois bien. Et puis après, on va broder autour et puis tu vas rajouter ce que tu as envie de rajouter, corriger ce que tu as envie de corriger. Ouais, digresser n'est jamais un problème. Voilà, moi non plus. Si, c'est un problème quand je dois essayer de digresser et rester dans 1 heure. Digresser et dégraisser, alors. Dégraissons. Alors, tu es alsacienne. Oui, je viens de Strasbourg. Incroyable. Mais il y a très longtemps. Tu es arrivée en Belgique, à Bruxelles en particulier, en 1998. Absolument. J'étais venue au départ pour passer un week-end en Belgique et j'ai eu un vrai coup de foudre pour cette ville et surtout pour ces gens, pour les Bruxellois. Mais je suis jamais repartie, donc c'est un week-end qui dure depuis plus de 25 ans. C'est un long week-end, ça. C'est un très long week-end. Tu es journaliste au Elle Belgique, Madame Figaro, l'officiel Belgique, l'officiel Belgique, Ideat Benelux et Apollo Magazine. Oui. Et tu fais des chroniques dans plein d'autres magazines. Oui, c'est ça. Donc, et ta spécialité, c'est la mode. Oui, la mode, pour ce qu'elle représente de langage sociologique, pour ce qu'elle raconte de l'époque. Moi, j'ai mis dans mes petites notes, j'ai mis spécialisée en mode, par ruissellement, l'histoire de l'art, le vêtement, la sociologie de la mode aussi. Et je crois que ça ruisselle beaucoup aujourd'hui. Ouais, c'est pour ça. Tu n'es pas uniquement journaliste dans des magazines, tu es aussi autrice. Tu as publié 2 ouvrages. Disons que je fais très simplement la seule chose que je sais faire, donc comme c'est écrire, je fais ça. C'est génial de savoir écrire parce que c'est pas juste écrire, parce que écrire, ça sous-entend réfléchir, analyser, observer. C'est quand même beaucoup de choses, écrire, je crois. Ouais, quand ça se passe bien. Mais... Et nous, en fait, on se connaît depuis quand et on se connaît d'où? Est-ce que tu te souviens? J'ai un léger handicap de mémoire visuelle. Bienvenue au club. Ce qui fait que je pense qu'il y a plein de gens qui doivent penser que je suis une horrible personne hyper méprisante qui salue pas, par exemple. C'est vrai. Je reconnais, c'est terrible, je reconnais pas les gens. Mais c'est vraiment, ceux qui me connaissent savent, et en général viennent à mon secours quand quelqu'un vient me saluer et me dit « Ah, salut, comment tu vas ?» Et que tout de suite, tu vois, j'ai l'impression que je vois, mais comme vraiment dans ma tête, c'est comme la roue de la fortune, tu vois, ça tourne, je me dis « Bon sang !» Qui est-ce? Et il y a toujours mes proches qui savent, viennent et tout de suite font « Ah, salut Martine !» Ok. Donc, comme ça, tu as le nom et tu sais. Oui, non, à essayer partir de là, replacer. c'est bon, c'est vraiment les visages, quoi. Ah ouais, non, alors non, on n'a pas ça en commun. Moi, j'ai pas très bonne mémoire. Je ne sais pas pour quelle raison. Très sélective, ma mémoire, mais par contre, un visage, je n'oublie jamais. Bon, si c'est pas grave, hein, si tu te souviens pas. Mais si, écoute, je crois. Je vais te dire quand je le relis, mais je sais pas si c'est bon. Est-ce qu'on s'est pas rencontrés dans les coulisses de Customisez-moi? Non, parce que tu n'y es jamais allée? Si, j'y ai participé. D'ailleurs, derrière toi, il y a la photo de ce que j'avais présenté. Mais dans oui, le mais voilà, mais c'est ça, c'est exactement ce que je dis. On se connaissait avant. On se connaissait pas, mais on s'était croisés déjà avant. Ouais, mais vraiment, écoute-moi bien. On s'est juste croisés, mais aucune chance. Que tu te souviennes. Mais jamais. Ok. Alors, d'après, moi, je suis allée aussi faire mes petites recherches dans ma mémoire et j'ai excavé l'information suivante. Je pense qu'on s'est rencontrés la première fois chez Jean-Paul L'Espagnard. Lorsqu'il a fait une vente de sa collection, c'était il y a quelques années, quand il avait ses ateliers du côté de Molenbeek. C'est très possible. Voilà. Et c'est là que j'avais acheté ma première pièce de créateur. C'était un manteau de Jean-Paul L'Espagnard. Oui, et c'était une excellente initiative parce que je pense qu'elle n'a pas bougé et qu'elle est toujours pertinente aujourd'hui. Elle est là, elle est juste incroyable. Elle a été portée d'ailleurs il y a quelques mois, elle a été portée au Magritte du cinéma. Oui, Jean-Paul ne vieillit pas.
Non, non. Et puis, il est incroyable. Il est incroyable. J'avais noté une question, mais en fait, je constate qu'elle n'a pas lieu d'être, parce que j'allais te dire, mais pourquoi est-ce que tu t'habilles souvent et toujours en noir? Mais souvent et toujours, c'est pas la même chose, Samia Boujard. Aujourd'hui, mes questions, je pense qu'elles vont être un peu... Bon, en l'occurrence, il faut peut-être expliquer que là, je suis pas du tout en noir. Non, mais tu n'es je pas en porte- noir. Je porte une robe avec plusieurs couleurs, mais dont le fond est Le noir fond est quand noir, même. ouais. Pour tant de raisons qu'il faudrait faire un podcast rien que là-dessus. Mais c'est passionnant parce que j'ai déjà reçu quelques créatifs qui s'habillent en noir et on a évoqué cette question-là même lors du tout premier épisode de DHV avec Marie Guérin où je dis mais pourquoi est-ce que les designers et pourquoi est-ce que les gens de la mode s'habillent en noir? J'ai écrit un article à ce propos, si par hasard ça t'intéresse. Ah oui? Mais sur le noir dans la mode, il y a plusieurs raisons en fait qui mènent au noir. On croit à tort que c'est un ton neutre, parce que c'est pas une couleur, comme tu sais, alors que c'est pas neutre du tout. Déjà, le noir, contrairement au blanc qui reflète la lumière, qui la réfléchit, le noir l'absorbe. Le noir c'est tout simplement une couleur facile. Bon, déjà, ça veut rien dire le noir, parce que il y en a des centaines de nuances, plus gris, plus bleu, plus profond, machin. Et Didier Vervaeren aussi nous a dit que... Brillant, pas brillant, Ouais, c'est voilà. ça. Plein de sortes de noirs différents. Évidemment. Quelque part, c'est facile parce que il y a toujours quelque chose qui va avec le noir. Et si tu veux, c'est facile de te composer un vestiaire dans lequel il y a plein de noir. Tu peux lui changer complètement son identité, son message avec les accessoires, qui soient métalliques, qui soient colorés, enfin bon, ce que tu veux. Il réagit différent à toutes sortes de matières. Tu vois, que ce soit du cuir, de la soie, du coton, etc. À chaque fois, c'est une matière différente. Et c'est, je pense, beaucoup quand même une matière d'autorité, si on peut dire. C'est-à-dire que si tu es entièrement habillé en noir ou si tu es entièrement habillé en rose fluo, on va pas venir te taper sur l'épaule de la même manière. Ah non, certainement. Et alors, c'est peut-être une matière de timidité aussi, ou de réserve en tout cas. Je trouve que c'est une couleur qui a à la fois... ça a de la prestance et ça implique une distanciation, une petite distance dans laquelle tu mets ce que tu veux. Alors, c'est dans cette distance, mais parfois c'est simple. Oui, c'est... Est-ce que tu crois que c'est lié historiquement au fait que le noir était une couleur difficile à obtenir et que quand on l'a obtenu comme c'était cher, c'était principalement les notables qui portaient du noir, les avocats, les prêtres? Il ne le portait pas pour ça, il le portait notamment parce que c'est aussi la couleur de la modestie et d'une forme de neutralité. C'est-à-dire que comme on parle d'une page blanche, il y a un fameux écran noir, en fait. Et donc, dans ce type de métier où tu dois, de nouveau, je reviens avec la distance, où tu dois prendre de la distance, ce sont des couleurs qui s'appliquaient. Et il y a par rapport à la teinture noire, je pense qu'au-delà de la question du coût du tissu, il y a aussi, notamment dans le nord de l'Europe, il y a aussi toute la posture, de nouveau, de modestie par rapport au protestantisme et au calvinisme, où on s'habillait beaucoup en noir, justement, dans une réaction, si tu veux, au fait de se montrer. Mais c'est très paradoxal, parce que... quand tu t'habilles tout en noir, un peu dans l'idée que tu es caché, etc., en réalité, dans une pièce, on ne voit que la personne habillée tout en noir. C'est ça, parce que c'est tout le monde, au contraire, tout le monde ne s'habille pas en noir. Mais toi, pourquoi est-ce que toi, tu as fait ce choix-là? Vraiment, je ne m'habille pas qu'en noir. J'en ai beaucoup, mais pas seulement. Quand tu le choisis, c'est parce que tu as envie d'être... Mais écoute, je vais te dire, je trouve que c'est la couleur de l'élégance, tout simplement. Simplement, non, c'est pas simple. Mais que si tu prends la même robe, je sais pas, en rouge, en jaune, en vert à pois, machin, et tu la prends en noir, elle est plus élégante en noir. Oui, la plupart du temps, clairement. Avec le noir, tu te plantes jamais. Là, ça fait plusieurs années que je suis blonde, et je trouve que c'est joli, simplement, j'aime bien le contraste, enfin, je trouve que ça va bien. Et beaucoup de gens dans la mode portent du noir parce que, par exemple, quand tu es amené à voyager beaucoup, quand tu es amené à faire de longues heures de travail, le noir, même froissé, ça se voit pas trop qu'il est froissé, contrairement au blanc où c'est fatal. Tu fais une petite tache de café quand tu fais des horaires à rallonge, on verra pas la tache de café. Il y a un côté quand même pratique, derrière. Il est extrêmement pratique parce que finalement, je sais pas, t'as un pantalon noir, t'as des t-shirts noirs, t'as une veste noire, etc. Tu peux interchanger tout ça. Tu marques une identité aussi. Sarah Lévy me disait que le noir, pour elle, ça lui permettait d'avoir une tenue noire, ça lui permettait d'être à l'aise partout, d'être un peu un caméléon, en fait. Je reviens à la notion de réserve. C'est une couleur de distanciation et de réserve. Donc oui, tu peux être caméléon, tu peux... tout à fait. Peut-être de pudeur aussi, je sais pas. Mais je dois dire que j'aime aussi la notion un peu d'autorité qu'il y a dans le noir. Il y a quelque chose
qui te met un pas de côté. Tu m'as tendu une perche. T'es blonde depuis quelques années. Je travaille indirectement avec quelqu'un qui s'est occupé de tes cheveux pendant quelques temps, Nino. Pourquoi t'es passée avec des cheveux bouclés comme ça, aussi longs, au blond? C'est hyper difficile à entretenir. Moi, j'ai moins de 2 cm sur le crâne, blonde depuis pas très longtemps, et pendant jamais très très longtemps non plus. Et je trouve que c'est dur à entretenir. À entretenir, non, j'ai un excellent coiffeur. Ah, voilà le secret. Samia Avec son Boujard, trouve-toi coiffeur. mon coiffeur. Premier studio que je remercie. Ah oui, à Châtelain. Ouais, et c'est vrai que j'ai les cheveux longs là, et les produits, les soins, les dosages, tout est parfait, donc non, ils cassent pas. Non, ils sont bien. Après, je les entretiens, je fais des masques. T'es sûr que ça intéresse quelqu'un, ça? Bah oui, je suis sûre que ça intéresse quelqu'un. Les gens sont intéressés par des trucs, nous on a l'impression que c'est pas intéressant, mais je crois que l'être humain est curieux par nature. Donc vas-y, parle-nous de tes masques. Bon, bah, je sais pas, je fais plein de masques, je les entretiens. Voilà, je sais pas, ils sont soignés, puis peut-être que j'ai juste une bonne nature de cheveux. Et comment t'es passée parce que t'as été brune, puis t'étais un peu au burn comme ça? Ah, j'ai eu une période rousse, ouais, Voilà. que tout le monde regrette d'ailleurs. Ah mais, ouais? ouais. Et maintenant blonde. C'est quoi le passage? Pourquoi est-ce que je te pose la question? Parce que en termes de création justement quand tu disais on crée un personnage quand on s'habille en noir, quand on prend une certaine posture, ou quand on choisit que la majorité de nos tenues c'est du noir. Ouais, donc on est juste timide. Enfin, Aussi, tu vois, je te parlais de l'autorité du noir. Moi en l'occurrence, c'est pas de la timidité. Oui, c'est vraiment de la réserve. Je préfère presque toujours observer que participer. Voilà. Mais donc ça contribue à ça. Est-ce que le fait je crois que le choix qu'on fait aussi, le choix capillaire qu'on fait, c'est aussi une autre manière de s'habiller. Tu vois, de choisir. Oui, alors vraiment, je trouve juste que c'est ce qui me va le mieux. Tu t'es arrêtée là. Oui, vraiment. Et puis les quelques fois où j'ai essayé de faire d'adopter une autre couleur, il y avait un matin où je me réveillais, la pulsion du changement de coiffure. Oui, moi je connais très bien ça. Tu vois, je me réveillais le matin, il fallait que je sois blonde aujourd'hui. Et puis voilà, ça fait, je pense, une bonne dizaine d'années que j'ai pas. Et je crois que enfin bon, je sais pas. Je ne dis pas fontaine, surtout si c'est une fontaine d'eau oxygénée, on verra. Mais non, juste voilà, je sais pas, je trouve que je me ressemble comme ça. Ok, donc tu t'es trouvée esthétiquement? Ouais, je trouve que ça me ressemble. Voilà, cette couleur un peu. Oui, parce que le sujet ici, c'est d'essayer tu vois, de comprendre comment est-ce qu'on construit son image, tu vois. Comment avec les multiples éléments qu'on a, dont le vêtement, la coiffure, le maquillage ou pas le maquillage, tu vois, et qui on est personnellement, et puis qui on est publiquement. Tu vois, parce qu'il y a aussi, comme tu dis, il y a la posture de réserve, donc quand on est timide ou réservé, de trouver un moyen, soit que ça ne se voit pas. Oui, c'est ça, trouver un moyen que ça ne se voit pas, ou en tout cas, ça ne porte pas préjudice. Moi, par exemple, je déteste aller dans un endroit que j'ai pas visualisé avant. Donc, si je suis invitée quelque part, je vais essayer de trouver des images de l'endroit pour pouvoir me projeter, me dire, OK, si je connais personne, encore plus important pour moi de savoir où est-ce que je vais aller me retrouver. Pourquoi? Parce que, peut-être un peu comme toi, j'ai l'air un peu extravertie, mais je le suis pas. Je suis très mal à l'aise quand je me retrouve entourée de gens que je ne connais pas, dans un lieu que je ne connais pas. Et même moi, par exemple, je suis pas du tout mal à l'aise quand je suis dans un lieu, parce que je suis tout le temps dans des lieux que je connais pas, avec des gens que je connais pas, surtout que je les reconnais pas. Si ça se trouve, je les connais tous. Moi, je suis tout le temps avec des gens que je connais pas. Et donc, c'est quoi ce truc d'introverti? C'est de l'introversion? C'est quoi? Comment tu... Je sais pas, je préfère introversion. Ouais, non, je crois pas. Si tu veux, je préfère être dans le moment, le ressentir et l'observer, que de déplacer trop d'air, je crois. Enfin, a priori. C'est un truc dont je me suis fait la remarque la dernière fois. Disons que je suis plutôt calme. Oui, c'est ça. En fait, c'est juste que je suis calme. C'est ce que je me suis Donc, dit la je peux dernière être dans fois. un endroit où je connais absolument personne, rester calmement dans mon coin et pas du tout être mal à l'aise. Je suis juste calmement dans mon coin. Parce que ce que j'allais dire, c'est la dernière fois qu'on s'est vu, je me suis dit, il y avait beaucoup de bruit autour de nous et plein de gens qui bougeaient et tout. Et puis toi, tu avais toujours cette façon très très calme et très très douce de parler, et puis une posture très très aussi, très très calme, tu vois. Et je me suis dit, mais est-ce que c'est parce que tu sais où tu es, tu connais les gens, tu connais tout le monde, et que c'est ton univers, et donc tu es confortable, ou c'est juste toi, tu es comme ça, ou t'aimes observer? Ouais, je suis comme ça, je crois. Mais depuis toujours, même par exemple quand j'étais toute jeune, qu'on allait en boîte avec les copains, avec l'école, machin, les copains du lycée, à chaque fois ils me disaient, mais pourquoi tu viens? Parce que de toute façon tu danses pas, tu restes assise. Et tout le monde croyait que je m'embêtais. Quand j'avais 17 ans, j'allais en boîte de nuit avec des bouquins, par exemple. Mais non. Et oui, les gens me disaient, mais si tu t'emmerdes, ne viens pas. Mais c'est pas ça du tout, je m'ennuyais pas du tout.
Il y a juste que j'étais ravie d'être là, avec la musique, avec l'air moite, avec les lumières qui te rendent un peu épileptique si tu essayes de lire, avec mon Perrier parce que j'ai jamais bu d'alcool. Et j'étais hyper contente d'être là. Et on me disait, mais viens, danse, machin et tout. C'est pas ça qui m'amuse, mais j'étais ravie d'être là. Bon, pas toujours avec un bouquin, j'exagère un peu. Mais je veux dire, j'étais calmement sur la banquette en sky qui collait. Et je regardais. Enfin, c'est comme ça que j'aime être. Et puis c'est ça qui t'a amené à écrire des articles de fond sur la mode et tout ce qu'il y a autour de la mode. J'imagine que c'est l'observation aussi qui t'a amené. Bon, mais j'ai toujours préféré, en toute chose, je préfère les coulisses. Et je trouve le contexte toujours plus intéressant que l'événement lui-même. Et ton parcours, alors, ton parcours scolaire, comment ça s'est passé? T'as fait quoi comme études? J'ai fait du droit, mais pas très longtemps, Okay. 2 ans. Et je suis arrivée au journalisme par capillarité, disons. En gros, en observant et en racontant, ce que j'ai toujours fait. Vraiment, je suis arrivée là par pure paresse. J'ai juste fait ce que je savais faire. Donc, tu as toujours écrit? Je suis pas allée chercher des trucs compliqués que je savais pas faire, en fait. Donc voilà. Je me suis toujours beaucoup intéressée aux gens et à leurs histoires et à la grande histoire. Et raconter leurs coulisses, raconter leur parcours, ce qui les a menés là. Parce que la mode, c'est d'abord des gens. Les vêtements n'existent pas pour eux-mêmes. C'est pas... Enfin, certains, oui, quand ils sont vachement réussis. Mais la mode, c'est de la sociologie. La mode, c'est de l'histoire, c'est un contexte, c'est de la géographie, c'est de la démocratie, c'est de la liberté. Ou c'en est pas. Ouais. Mais de toute façon, c'est ça que ça raconte. Et la mode, c'est les gens qui la portent dans le sens porter un projet, qui la défendent, qui la font évoluer. Et c'est ceux qui l'enfilent dans cet autre sens de porter. Donc, c'est raconter les petits soubresauts du monde et les histoires de chacun qui finalement font notre époque qui m'intéressent. Ouais, donc l'observation est vraiment centrale dans ta manière de concevoir. Oui, avec un côté peut-être un peu analytique, mais après, je n'ai jamais que mon propre prisme pour comprendre le monde et pour le retranscrire. Tu vois, je suis pas un institut d'études à moi toute seule. En tout cas, c'est ce à quoi je m'attache, simplement parce que c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui me motive, et voilà. Mais quand tu vas dans tous ces événements très différents où tu observes les gens, il y a ces événements particuliers de chaque fin d'année scolaire. Donc là, on y est en juin, où il y a les défilés de fin d'études, les projets. Quand tu y vas et que tu vois ces jeunes designers et que tu découvres des nouvelles marques, qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi que tu observes dans le fait qu'il y a toujours des gens qui vont créer des nouvelles marques, alors qu'on est dans un marché qui est complètement saturé? Le fait que ce marché soit saturé dit quelque chose sur notre société. C'est qu'on consomme, on produit, à tel point qu'à un moment donné, on n'arrive même plus à écouler et on n'arrive plus à renouveler. Mais pourtant, on en a encore. Bon, alors il faut faire le tri dans tout ça. Le fait qu'on est effectivement submergé de nouvelles marques, c'est vrai. Mais il y a, comme pour le noir, il y a autant de marques avec autant d'intentions différentes, qu'il y a de vêtements, qu'il y a de cibles, de public et de clientèle. Tout le monde ne crée pas une marque pour la même raison. Les jeunes designers qui sortent diplômés des écoles, là, récemment, c'était la Cambre, qui est une des écoles, une des formations majeures, si pas la meilleure, qui fournit vraiment tous les studios internationaux des plus grands talents. Ça, vraiment, c'est indéniable. Il y en a d'autres qui sont excellentes aussi, mais voilà, en tout cas, je trouve que la Cambre se distingue. Au moment, en tout cas, où ils sont diplômés, ils n'ont pas encore leur marque. Parce que c'est extrêmement compliqué et je pense que ça va l'être de plus en plus. Parmi tous ces élèves, et ça fait longtemps, ça fait des années que je vais justement dans les écoles de mode rencontrer les aspirants créateurs, enfin, ou jeunes créateurs, en tout cas, il y en a de moins en moins qui veulent lancer leur marque, en fait, contrairement à ce qu'on peut imaginer. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir intégrer un studio, donc un studio de création, là où la mode... C'est-à-dire que dans les marques, on connaît souvent le nom du directeur ou de la directrice artistique, mais il y a toujours une grosse équipe derrière, enfin, presque toujours une grosse équipe derrière. Et eux veulent travailler dans des studios parce que ils veulent avoir une certaine une sécurité, une stabilité, pouvoir s'exprimer, ce qu'on peut faire dans un studio, même quand on travaille avec des lignes directrices. Mais ils sont vraiment, finalement, assez peu nombreux à vouloir lancer leur propre griffe. Et quand ils y arrivent, parce que tu disais qu'il y a énormément de marques qui se créent, c'est vrai, mais il y en a énormément qui s'arrêtent aussi. Autant, voire plus, c'est pas possible plus mais oui, il y a des marques que je suis allée voir parce que parfois j'achète d'anciens magazines.
je découvre des noms de marques et quand je vais chercher pour voir où ça en est, elles n'existent plus. Et c'est pas des marques qui ont été créées il y a 10 ans, c'est des marques qui ont été créées peut-être il y a 3 ans ou il y a 4 ans. Donc ça veut dire que la durée de vie, elle est quand même très très courte. Aujourd'hui, je sais pas si toi, de ce que tu en sais, ça s'est raccourci avec le temps, avec le fait que maintenant on a 2 énormes groupes de marques de luxe qui fonctionnent, qui défilent à Paris. Bon, on fait la distinction évidemment entre ces marques-là et des petites marques, mais C'est pas tant qu'il faut faire la distinction, c'est que les créateurs indépendants, les petites marques, les marques de niche sont broyées entre les grands groupes qui trustent tout le marché, toute la com et la fast fashion qui prend également énormément de place et qui siphonne un peu le budget des gens, au sens où finalement il y a quand même beaucoup, enfin il y a une partie importante de la clientèle potentielle qui va aller vers le mass market. Donc finalement la part de marché qui reste aux marques indépendantes se réduit à peau de chagrin. Tu penses qu'elle se réduit? T'as pas l'impression qu'il y a une espèce de, tu vois, de mouvement contraire là, où les gens peut-être ont un peu plus conscience du fait qu'il vaut mieux acheter moins mais acheter mieux? Ou alors c'est une idée que j'ai parce que peut-être je suis entourée de gens qui pensent comme ça. Écoute, j'ai pas fait d'études de marché. Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de gens qui préfèrent soutenir des marques qui créent du sens aussi, qui sont ancrées, qui sont produites de manière responsable. Mais je pense que si tu compares ça au marché global, en réalité, ça change pas vraiment la donne. Ouais, c'est anecdotique, quoi. Je le crains. Je préférerais pas, mais... Et il y a aussi toutes ces personnes qui disent que voilà, qui veulent soutenir la création locale, etc. Mais finalement, c'est quand même le portefeuille qui prend les décisions. Ouais. Je jette la bière à personne, hein, c'est pas ça. Mais quand tu vois ce que ça coûte de produire une collection, de la distribuer, quand tu vois les frais qui sont... les coûts, si tu veux, de pérenniser une marque, si on n'a pas les reins très très solides économiquement, c'est vraiment c'est périlleux de continuer. C'est courageux de se lancer, c'est important de le faire, d'autant qu'il y en a qui finissent par réussir à installer leur marque. On dit, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, avec encore l'accélération du rythme des sorties des collections, mais on disait jusqu'à il n'y a pas très longtemps que pour qu'une marque soit considérée comme stable, il fallait qu'elle tienne 5 ans. Et aujourd'hui, pour tenir 5 ans, c'est vraiment de l'équilibrisme. Alors, il y a des initiatives de soutien financier des marques, mais après, par exemple, le prix LVMH ou le prix de Landam, bon, déjà, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Et ensuite, les créateurs se heurtent à d'autres types de difficultés. Le fait de produire des petites quantités quand la plupart des fabricants ne prennent les commandes que pour des quantités importantes. Donc, on peut avoir les sous pour lancer sa marque. Encore faut-il produire les vêtements. Ensuite, les distribuer, les vendre. Enfin, c'est extrêmement important parce que les jeunes marques sont des éléments de langage qui sont faire aux gens chaque vêtement différent, alternatif, engagé même, qui est lancé sur le marché, est une façon de s'exprimer, d'être soi, de se positionner dans un contexte sociologique, humain, politique même. Et plus l'offre de mode se retrouve uniformisée parce que tout appartient au même, et moins on a de chances de pouvoir varier son langage. C'est comme les mots, en fait. Les petites marques offrent des mots pour s'exprimer. Est-ce que toi, dans ta réflexion et dans ton analyse de ça, est-ce que tu as envisagé, même si c'est utopique, une solution, tu vois, ou une manière de faire en sorte que tous les acteurs de l'industrie permettent aux petites marques de venir se greffer au système économique que représente la mode, l'industrie de la mode? Mais alors, écoute-moi bien. Je crois pas que ce soit en tout cas dans leur préoccupation. Non, mais je pense que j'ai évidemment pas de solution. J'adorerais en avoir une. La seule chose que je puisse faire, mais à ma très très modeste échelle, c'est de sensibiliser et d'informer, d'éveiller peut-être les gens au fait que on ne s'affirme pas, on ne s'exprime pas, on ne se différencie pas en adoptant les codes universels que tout le monde a, surtout si on se les approprie pas,
que... Qu'on ne fait pas une autre lecture. Oui, il faut faire un pas de côté. Il serait préférable. Enfin, je trouve que c'est merveilleux quand ce pas de côté se pose sur des propositions de créateurs indépendants qui doivent de fait devenir des commerçants, mais qui sont avant tout des créatifs. Quand on a de la chance, des poètes. Mais dans toutes les marques qui se créent, il y en a beaucoup qui sont des marques de commerce, tu vois, dont le propos est de vendre et de vendre de la fringue, pas d'apporter un point de vue différent. Tu vois, j'ai l'impression qu'en fait, là où il y a un changement qui devrait s'opérer pour que ça devienne, que la mode d'aujourd'hui devienne plus inclusive d'un point de vue global, hein, tu vois, qu'on ne retrouve pas les mêmes marqueurs chez toutes les marques, tu vois, qu'on sorte un peu de cette globalisation esthétique, parce que c'est ça en fait. Il y a une sorte de globalisation esthétique et une globalisation de message, où quand tu vas dans une marque ou dans une autre, bah, tu as plus ou moins les mêmes produits déclinés dans des matières un peu différentes ou dans des coloris un peu différents. Toutes les époques ont leur code. C'est même, si tu veux, quand tu veux évoquer les années 70, les années 60, les années 50, machin, les années 80, la première manière dont tu illustres le changement d'époque, c'est le vestiaire. Je veux dire, que ce soit pour un film, pour une soirée, pour un shooting, n'importe quoi, tu dis, va faire années 80. Vraiment, le premier truc auquel tu penses, c'est les fringues que tu vas mettre. Voilà. Donc, la mode, en tout cas en termes d'image, est vraiment le premier marqueur de ces époques, et chaque époque a ses codes. Donc, notre époque contemporaine, on a ses marqueurs aussi. Mais tu crois pas que le fait, tu vois, qu'on est dans un espèce de, dans une globalisation, tu vois, que justement, ces époques, elles sont plus longues ou plus diluées. Tu vois, là, quand tu dis années 80, on a une idée. Les épaules, on a tu vois, on a le cuir. Quand on pense années 60, années 70, on a le pantalon, pattes d'éléphant. Enfin, tu vois, on a dans l'inconscient collectif, il y a des images comme ça qui sont projetées tout de suite quand on entend ces dates-là. Mais quand on pense années 2010, années 2020, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas quelque chose qui se détache, tu vois. Au contraire, il y a une sorte de dilution comme ça, tu vois. Bon, déjà, n'oublie pas que c'est très près. C'est vrai. Donc, on manque de recul. C'est vrai, on manque de recul. Je veux dire, à l'échelle de l'histoire, il y a 10 ans, c'est pas... Tu vois, bon. La mode a une autre caractéristique par rapport à sa forme artistique, c'est qu'elle est très cyclique. Beaucoup plus que d'autres disciplines. Mais elle est jamais littéralement cyclique. C'est-à-dire qu'on dit toujours le retour des années 80, le retour des années 70 et tout, mais c'est jamais littéral. C'est une boule de neige. C'est toujours enrichi de ce qui s'est passé entre-temps. Donc, par exemple, quand dans les années 90, il y a eu un revival des années 70, c'était enrichi de ce qui s'était passé pendant les années 80. Donc, c'est jamais tout à fait la même chose. Mais évidemment, plus le temps passe et plus la mode, son rythme s'accélère, comme c'est le cas, en gros, depuis l'émergence du prêt-à-peu. Depuis les années 50-60. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une Excuse-moi, je t'interromps, mais j'ai l'impression que cette accélération, l'apogée, c'était avec l'avènement de la distribution, tu vois, de Zara, en fait, la création de Zara. Oui, il y a une fracture au début des années 2000 avec la fast fashion, puisque la mode fait boule de neige, plus la boule roule vite et plus on y retrouve les mêmes choses. C'est pour ça que peut-être qu'en regardant par-dessus notre épaule, on a du mal à distinguer. Bah non, tu vois, parce que la mode des années 2000, on est quand même vite sur le jean taille basse un peu évasé en bas et le top en papillon irisé, tu vois. Ça, c'est pas 90, ça Christina Aguilera et compagnie. 2000 à cheval, quoi. Il faut peut-être 20 ans à chaque fois, alors peut-être pour pouvoir aller épingler les marqueurs d'une époque. En tout cas, voir ce qui a résisté. Là, peut-être que... j'essaie de me projeter un peu, de me dire peut-être que 2010-2020, ce qu'on va retirer, c'est l'oversize. Tu vois, où c'était quand même quelque chose qui est revenu longtemps, souvent, depuis 2015, tu vois, de porter de l'oversize. Oui, par exemple, c'est une forme de démesure, en tout cas. Une démesure qui a été stoppée net par le Covid. Où on est revenu à des choses beaucoup plus rationnelles. Mais ça s'est passé déjà. Ouais, t'as pas l'impression ça n'a pas duré longtemps, quoi. C'est passé, mais ce qui passe en matière de mode, ça reste en matière d'époque. Oui, c'est vrai, parce que c'est devenu un marqueur de l'époque. Quand on parle souvent... Non, et puis ça influence la manière dont les gens s'habillent après. Tu penses que ça influence encore maintenant? C'est les créateurs ou la manière dont ils pensent encore le vêtement? Même si c'est à contrario, on a noté quelque chose qu'on a appelé la party revenge après les années Covid, qui était justement le phénomène de vouloir se rattraper, où tout d'un coup, il y a eu des paillettes, tout brillait dans tous les sens, il y a eu des sequins, des talons hauts, de la couleur, voilà.
même si c'était une forme, si tu veux, de résistance à trop de confort, trop de molleton, etc., ça reste lié. Trop de training, trop de claquettes, trop de chaussettes. C'était une réaction. Et les réactions sont de toute façon liées au phénomène premier. Ouais. Même si c'est pas la même chose, en fait, de nouveau, c'est les racines. Les racines plongent par étapes. Parce que je voyais ça plutôt, tu vois, le Covid plutôt comme un marqueur de dire, OK, dans 20 ans, tu vois, de dire, oui, mais la mode où les gens se comportaient de telle manière avant le Covid et de telle autre manière après le Covid. Donc, pendant le Covid, tout le monde a dit on va ralentir, on va produire moins, machin. Et c'est non. c'est presque l'inverse. Oui, est-ce que c'est juste que les ventes en ligne ont explosé pendant le Covid? Oui, ça, je pense que ça a désegmenté. Ce qui est incroyable, puisqu'on ne pouvait pas, de toute façon... Moi, ça m'a fait me poser la question de savoir, mais alors, est-ce qu'on s'habille vraiment pour soi? Parce que de la même manière, on achète blindé de fringues en ligne alors qu'on ne peut pas sortir. Les entreprises qui vendaient en ligne n'ont pas fait... Non, mais attends, si tu t'achètes des vêtements en ligne alors que tu ne peux pas sortir, c'est justement pour toi. Oui, c'est ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pour essayer, comme on achète, pour te placer dans une autre situation que la tienne. Mais ce qui est étrange, c'est qu'on a aussi ce truc qui est ressorti où les gens étaient en training ou en pyjama all day long, tu vois. Ouais, ça n'a pas trop duré. Parce que, tu vois, par exemple, j'ai parlé avec la boss de Maison Ernest. Je connais pas. Qui est une magnifique maison française historique de chaussures. Enfin, leur identité, c'est les chaussures à talons très hauts, c'est des chaussures très sexy. Okay. Ils font des chaussures magnifiques. Et elle m'a dit qu'elle n'a jamais vendu autant de talons de 12 et de 14 que pendant le confinement. Mais non. Pour des gens qui travaillaient chez eux et qui voulaient porter des talons très très hauts, même... C'est incroyable. Ouais, pour des visioconférences. Elle m'a dit que vraiment, les talons de 12 et de 14, ça partait. Mais c'est marrant, parce que des talons de 12 ou de 14 pour des visioconférences, a priori, visioconférences, on voit que ton visage ou ton buste. Exactement. Donc c'est quoi? C'est la posture, en fait. C'est la posture, c'est l'attitude, c'est la confiance, c'est la définition de toi, de ton moment. C'est le fait que quand tu marches avec des talons, c'est un peu comme les coqs avec leurs ergots, ta posture change. Sur talons, tu es obligé d'avoir le bassin un peu en avant, les épaules un peu en arrière. C'est une position militaire. Oui, la manière de... T'es pas courbé, t'es pas penché en avant, hein. Tu te tiens droit, t'as les épaules en arrière, sinon tu tombes. Oui, c'est ça. C'est presque une posture martiale de porter des talons. Pour les femmes, souvent, ça leur fait gagner quelques centimètres. Enfin, je veux dire, si des hommes en portent, ça leur fait gagner quelques centimètres aussi, sauf que souvent, ils en ont moins besoin quand même. Ouais. Il y a toute une attitude, il y a une forme il y a une relative lenteur, parce que tu vois, tu fais pas... C'est obligatoire, parce que oui, comment est-ce qu'on dit, le point de gravité est plus haut. De toute façon, tu galopes pas, c'est tout, avec des talons. Mais... surtout à Bruxelles. Et oui, mais c'est aussi quelque chose qui fait qu'on prend son temps. Si tu veux, il y a tout un état d'esprit qui va avec les talons, dont je pense pas mal de gens avaient besoin, à une époque où les déplacements étaient contrariés et où quelque part il y avait... alors, c'était soit du relâchement, soit du lâcher-prise, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Non. Mais je pense que ça, quelque part, se tenir droit en talons, ça permettait de cadrer, même si c'était simplement pour soi, que personne ne le savait, que voilà, la tige du talon servait de cadre. Cette question aussi enfin, je ne sais pas si tout le monde se la pose, mais moi je me la suis posée aussi à plusieurs reprises, c'est quand on s'habille, est-ce qu'on s'habille pour soi ou est-ce qu'on s'habille pour les autres? Est-ce que on fait partie de la team pour soi ou de la team pour les autres, ou alors tout dépend du moment, de qui on est, de où on va. Quand tu t'habilles pour les autres, tu t'habilles pour toi par rapport aux autres. Donc il y en a qu'une en fait. Tu t'habilles toujours pour toi. Enfin, ce que je veux dire, c'est que quand tu te préoccupes de ce que pensent les gens qui vont voir ta tenue. Oui, mais alors c'est pas pour toi, tu vois. C'est indirectement pour toi, oui, effectivement, parce que c'est pour induire la manière dont ils vont te percevoir. De cette manière-là, oui, ce serait pour toi. Mais je prends un exemple. Je ne sais pas, je vais aller mettre une jupe crayon hyper étroite. Mes jambes vont être entravées. Je ne vais pas pouvoir marcher correctement alors que j'aime bien faire des grandes enjambées. Je vais porter des talons de 12 ou de 14 alors qu'en fait, moi, je préfère porter des baskets parce que je sais que je vais aller à un endroit et que je dois me positionner comme étant une femme féminine et forte, tu vois, et que ce sont des marqueurs qui font qu'on considère qu'une femme est féminine et forte. Bon, là, j'exagère un peu, hein, je grossis le trait. Oui, c'est des archétypes, mais le fait est qu'il y a quand même des alternatives. Admettons que tu dois te présenter dans un contexte social
où on attend de toi une certaine posture qui serait une féminité un peu, un peu autoritaire comme ça. Tu peux aussi le faire. De nouveau, je cite un archétype, tu peux le faire en smoking. Ouais, c'est vrai. Tu peux le faire en smoking avec rien en dessous, avec une petite broche pour tenir le haut. Oui, il y a plein de, comme tu dis, il y a des alternatives. Il y a des alternatives. C'est que la jupe crayon, à ce moment-là, te fait du bien. Je pense aussi que, et heureusement, on n'est pas monolithique. On a plusieurs personnalités, plusieurs jours, plusieurs énergies, plusieurs envies, besoins, attentes. Et qu'il y a peut-être des jours, effectivement, où on a envie de mettre un truc, on se dit que c'est peut-être décalé par rapport au contexte dans lequel on est attendu. Eh ben, on s'en fiche, on le fait quand même. Et il y en a d'autres où on sait que où on est invité à un truc un peu formel, où on veut faire plaisir. Genre, on est invité à un mariage. Au mariage, je sais pas, je dis n'importe quoi, de quelqu'un qu'on aime beaucoup, à qui on a envie de faire honneur. Et même si on crève d'envie d'y aller en grunge, eh ben, on va pas le faire. On va faire un petit effort et sortir la robe. Ouais. Donc, il y a toujours de l'attention aux autres et de l'intention dans ce qu'on choisit de porter. Le fait d'avoir une identité vestimentaire forte, on revient au noir que tu évoquais tout à l'heure, voilà, d'en faire une sorte d'uniforme distinctif, comme faisait Karl Lagerfeld, par exemple, et plein d'autres gens, ou Anna Wintour, enfin bon, ce vêtement qui est ton uniforme, en fait, qui permet de t'identifier, mais qui te permet aussi, quelque part, de pas trop réfléchir à ce que tu vas porter, même si, évidemment, ça reste pensé. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de temps de réflexion que tu perds pas quand tu sais que de toute manière... voilà. Ça, c'est vrai. En gros, c'est ça qu'on attend de toi. Ça, voilà. C'est vrai. Comment est-ce que toi, tu as construit, au travers de tes observations, cette espèce d'uniforme pour toi? Tu trouves que j'ai un uniforme? Peut-être que tu en as et qu'on ne le voit pas, tu vois. Peut-être que toi, tu as une... J'ai l'impression que les gens, je vais dire les gens comme nous, qui sont les gens comme nous? Les gens qui s'interrogent, en tout cas, sur l'image et l'identité, pour qui c'est quand même important, ou en tout cas, ça fait partie de leur métier ou de leur environnement, comme c'est ton cas et le mien. On a des marqueurs, tu vois, comme tu dis, pour gagner du temps le matin. On sait plus ou moins adapter comment est-ce qu'on va se présenter dans l'un ou l'autre contexte. Toi, est-ce que tu as créé quelque chose autour de toi, pour toi, de manière consciente? Non, pas du tout. Je crois que la plupart des gens sont très intuitifs par rapport à ce qu'ils portent et que ils portent ce dans quoi ils se sentent juste au moment T. Tu crois que la plupart des gens sont comme ça? Que c'est pas réfléchi? Moi, j'ai l'impression que après, ça dépend. Non, mais il y a une différence entre la réflexion et l'intuition. Et je pense que intuitivement, les gens font les choix qui leur sont, qui leur paraissent le plus juste, le plus représentatif, même si ce choix est en réalité nourri par 95% de marketing. C'est même à ça que ça sert le marketing. C'est à ancrer dans les gens que ça, c'est eux, que c'est ce dont ils ont besoin, que c'est grâce à ce truc que vont porter 10 millions d'autres personnes qui seront différents. Donc voilà, c'est pour ça que ça marche bien. Et toi, c'est le confort, c'est l'intuition, c'est quoi qui... Le confort, dit. Non, je crois que j'ai aucun vêtement confortable. Non. C'est pas le sujet. Si j'en ai, tu me verras pas dedans. Ça dépend de quel confort tu parles. Si c'est un confort de mouvement ou si c'est un confort moral. Ben, je pense que l'un Moi, dit l'autre. J'ai plein de vêtements dans lesquels je me sens confortable moralement et qui demandent un mode d'emploi pour rentrer dedans, pour les enlever. Donc, mais c'est pas le sujet. Le truc, c'est que on a plusieurs vies dans une vie, c'est de plus en plus vrai. Et finalement, la manière dont je me sentais, et là, je peux en parler très, très calmement et presque sans pudeur, parce que je suis sûre que c'est absolument universel. Mais je ne suis pas aujourd'hui celle que j'étais il y a 5 ans, 10, 15 ou 20. Donc, ce qui était vrai pour moi, même au début 2020, 2019, machin, n'est plus vrai aujourd'hui. Donc, en revanche, les vêtements, pour la plupart, restent les mêmes. Donc c'est quoi? C'est ta perception qui évolue? C'est la manière dont tu les habites? Oui, exactement. C'est la manière dont j'habite mes habits. C'est la manière dont je les accorde, dont je les orchestre. L'histoire que je raconte. De nouveau, c'est des mots. Donc, avec 100 mots, tu peux écrire plein de pages différentes. Les vêtements, c'est la même chose. Oh, c'est beau ce que tu veux dire. Il ne faut pas laisser aux autres ou au marketing le droit de vous dire ce que vous pouvez faire en matière de vêtements. J'ai interviewé récemment Marilyn Fitoussi, qui est la costume designer d'Emily in Paris. Je fais une longue interview dans Madame Figaro où elle dit où est la fashion police qui va vous verbaliser si vous mettez des pois avec des carreaux. Exactement, je suis d'accord. Et je trouve qu'elle a raison de se libérer de ces espèces de grilles de lecture. C'est pour ça que je tournais autour de toi depuis le début, en fait, et d'essayer de... C'est parce que je veux comprendre et j'ai le sentiment de... Moi, je fais pas partie du sérail de la mode.
Bah, qu'est-ce Voilà. que ça veut dire faire partie du cercle de la mode? Est-ce que ça veut dire Il y a des codes. ça veut dire qu'il y a des consacrer codes. ses journées, travailler dedans et Non. gagner sa vie grâce à ça? Non, ce que j'entends, c'est qu'il y a des codes, tu vois, comme dans toute communauté, entre guillemets. Mais il y a tu vois. plein de communautés de mode aussi. Mais il y a quand même des éléments et des marqueurs, je trouve, Tu vois, la mode, qui les je rassemblent. veux dire, quand tu bosses dans la mode à New York, C'est pas la même chose que... bah, t'as pas les mêmes la mode codes en et les mêmes Italie. marqueurs que quand t'es à Milan. Oui, ça, on est d'accord. Mais il y a quand même des marqueurs, il y a quand même une question de marqueurs. Alors, disons que ceux que je connais le mieux, c'est ceux que j'observe en Belgique et en France. Oui, bien sûr. Et donc, j'ai eu le sentiment qu'il y avait justement des marqueurs qui sont, en l'occurrence, très, très basiquement et de manière vraiment très superficielle, le noir. Puis il y a certaines marques aussi qui tirent leur épingle du jeu. Chez les plus jeunes, des marques techniques, tu vois, parce que la question du confort et justement de la vie va de plus en plus vite et on doit avoir quelque chose dans lequel on se sent confortable et c'est pratique aussi, dans lequel on peut, dans une maison de couture pour un rendez-vous et puis dans une autre qui n'ont pas du tout la même politique et en même temps pouvoir être accepté autant dans l'une que dans l'autre. Ouais, mais ça dépend ce que t'as au pied dans ce cas-là. Parce que c'est pas vraiment vrai. Tu penses que c'est pas vraiment vrai? Mais non, c'est pas vraiment vrai. Ça dépend de la manière dont tu accessoirises. J'allais dire, avec la tenue, il y a la tenue. Oui, il y a façon le dont vêtement tu du tiens. vêtement. Il y a tout ce que tu viens mettre autour. Il y a la façon dont tu le portes. Et puis, tu vois, tu parles des tout jeunes, de ces jeunes générations qui adoptent des vêtements techniques, pratiques. Maintenant, ils sont tous en Carhartt. Oui. Bon, mais Carhartt, si tu veux, c'est pas exactement une marque qui a émergé il y a 6 mois. Non, pas du tout. De nouveau, j'en reviens aux marques, à la mode qui est cyclique. Le vêtement, lui, il y a beaucoup de vêtements qui restent les mêmes, mais qui sont redécouverts, réinterprétés. La mode est extrêmement amnésique. Et les gens en matière de mode aussi. J'ai vu très souvent pendant des défilés, par exemple, des gens qui disaient « Oh, waouh, ça c'est nouveau, j'ai jamais vu un truc pareil, c'est Alors que tu l'as incroyable. » vu, toi. Mais de trucs, mais vraiment, mais qui ont 4 saisons, je veux dire. Ouais. Et donc, la mode tourne beaucoup sur sa mémoire qui a à peu près le rythme d'un tambour de machine en mode essorage. Donc tu as une mauvaise mémoire des gens que tu croises, mais pas des vêtements que tu vois. Non, en fait, je vais te dire, c'est la même mémoire parce que j'ai aucune mémoire des visages, mais j'oublie jamais une conversation. Donc, je peux discuter avec quelqu'un, n'importe quoi, dans le métro, voilà. Oublier son visage, mais vraiment 3 secondes après. Mais les mots restent. Mais la discussion qu'on a eue, je m'en souviendrai 25 ans après. Et ça, c'est vrai pour tout. Et c'est pareil, exactement pareil pour les vêtements. C'est que les vêtements marquent un moment, ils marquent une émotion, un contexte, une situation que je n'oublierai pas. Que tu mets en mots et que tu retiens. En mots, en sensations, en émotions, en ce que tu veux, mais... on peut me dire « Ah, mais tu te rappelles ma robe rouge ?» Non, alors vraiment, je ne me rappelle pas du tout la robe rouge. En revanche, j'oublierai pas une seconde de ce qui a été vécu pendant cet après-midi-là. C'est génial ce que tu viens En tout cas, moi, je sais pas, mais moi, les dernières minutes, là, les trucs que tu viens de dire, c'est trop bien parce que ça m'a juste mis dans une posture où je me dis « Ok, Sam continue son observation et va plus en profondeur. » Parce que je me rends compte que moi, ce qui me passionne justement pas dans la mode, parce que comme je te l'ai dit, je suis pas une modeuse, mais c'est vraiment dans l'expression des gens, des individus, au travers de ce qu'ils portent et de la manière dont ils se présentent. Et je me dis, en fait, il y a des couches encore que je dois aller gratter. Tu vois, encore des trucs à comprendre dans le côté cyclique, décortiquer un peu la signification des codes et comment ils se positionnent et comment les interpréter. Parce que le même vêtement, au fil des époques, et quand je dis des époques, je parle pas par tranche de 20 ans, mais même par 5 ans, le même vêtement n'a pas la même signification. T'as un exemple? La chemise blanche, vraiment prenons quelque chose de très archétypal. Ouais. La chemise blanche, au fil du temps, déjà tu peux en faire 1000 choses d'une chemise blanche, cravate, pas cravate, ou ouverte sur un décolleté, etc. Mais la chemise blanche, par exemple, sur le jean, tu vois, c'est la signature. De nouveau, la signature archétypale d'une certaine Parisienne. Tu mets un trench par-dessus, etc. Jane Birkin. Voilà. Mais sa fille. Ou sa fille, plutôt. Ses filles, d'ailleurs. Donc, il y a ça. Mais ça peut être la chemise blanche pour un homme ou même pour une femme, sous un costume, fermé jusqu'au cou. Par exemple, ce sera quelque chose de plus formel. Ce sera, pour beaucoup de gens, c'est un contexte professionnel. C'est obligatoire dans un contexte professionnel. C'est vrai qu'aujourd'hui... Même dans la restauration, dans l'hôtellerie. Je veux dire, c'est plein... C'est juste une chemise blanche, mais c'est jamais le même message. C'est marrant parce que je me suis fait la remarque il y a pas très longtemps, une dizaine de jours, j'ai vu des gens un peu plus jeunes. Et j'ai remarqué que beaucoup maintenant portaient des t-shirts avec des chemises par-dessus. Mais attends, c'est les années 2000. C'est le normcore, c'est Friends. Je veux dire, dans tous les épisodes de Friends, ils ont une chemise
sur un t-shirt. Avant, c'était Mercury. Et avant, Michael Jackson. Non, pas avant. En même temps. Mais tu vois, Michael Jackson, c'était ça. Il avait son Marcel blanc, une chemise ouverte avec les manches ouvertes. retroussées, ouais. Cyclique, je te dis. Ah ouais. Un tambour de machine à laver. J'ai envie de te dire merci. Donc, je te dis merci, Elisabeth. Mais on n'a pas fini. J'ai encore 2 questions signature. Vas-y, Il dis-moi. paraît qu'il faut faire ça dans les podcasts. Je fais ce que j'appelle le portrait en vêtements. Donc après, je m'amuse à faire des petits collages en te posant la question de savoir si t'étais une robe, quel genre de robe tu serais, quelle couleur, quelle matière, quelle forme, si t'étais un chapeau, si t'étais un manteau, une paire de chaussures. Donc si t'étais une robe, Elisabeth. Si j'étais une seule robe, Une seule. t'es en train de me demander si j'étais un seul moment, si j'étais une seule femme, si je n'avais plus ni nuance, ni épaisseur, ni émotion, ni... Ah, mais c'est de la torture, en fait, de te poser ces questions. Je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question, parce que cette question voudrait dire que je me fige dans une seconde, et vraiment, je refuse de le faire. Alors, non seulement je ne peux pas te répondre, mais tu sais quoi, je refuse de le faire. Ok. Mais tu sais quoi, je vais pas faire la chose inutilement. Mais non, mais attends, je vais reformuler. Je vais te dire la robe que je porte maintenant, puisque Ouais. je veux bien être le moment de maintenant. Ok, D'accord ? allons-y. Je porte une robe Dries Van Noten, une robe que j'aime énormément, qui a deux caractéristiques qui me conviennent et qui me racontent. C'est qu'elle est structurée et en même temps elle est floue. Elle est floue au sens textile du terme, c'est-à-dire qu'elle est très souple dans une matière très fluide. Et en même temps, sa structure est faite d'un grand nombre de subtilités. Elle est resserrée à la taille. Ouais, Elle est parfaitement construite. Le fond est noir, mais elle est faite de différentes couleurs qui rappellent un peu ou des flammes ou une photo floue avec du orange, du jaune, du bleu, du vert. Donc, quelque part, elle est très éloquente parce que elle est à la fois très construite et très souple. Le fond est noir, je dirais forcément noir, avec à la fois des couleurs chaudes et des couleurs froides. Elle représente suffisamment les différents niveaux de lecture dont j'avais envie et besoin ce matin. Si t'étais une paire de chaussures, ou alors la paire que tu portes aujourd'hui, ou ta préférée si t'en as une. J'aime les chaussures compliquées. J'aime les chaussures, si possible, qui sont des pièces uniques, ou en tout cas qui existent en très peu d'exemplaires. Je trouve que les chaussures sont des pièces extrêmement importantes dans le sens où, d'abord, elles changent tout le discours d'un vêtement. Avec le même pantalon, la même veste, selon les chaussures que tu portes, ça change absolument tout le reste, parce que c'est un ancrage, en fait. La chaussure, c'est ce qui te relie au sol. C'est ta posture, c'est la manière dont tu te tiens, c'est la vitesse à laquelle tu avances. C'est le bruit que tu fais quand tu te déplaces. Tu peux te déplacer furtivement ou faire clac, clac, clac. C'est la manière dont tu te positionnes, c'est tout ton confort. Si tu as mal aux pieds, ça fout tout en l'air. Donc des chaussures compliquées mais confortables. Je dirais que c'est la seule chaussure. Confortable, pas forcément, mais il faut impérativement qu'elle soit éloquente. Bon, je suis pas très grande, donc j'aime bien les chaussures à talons pour la simple raison que c'est quand même plus agréable même de regarder les gens dans la glotte quand tu leur parles plutôt que de regarder leur plexus. Ma paire de chaussures préférée, de nouveau, comme les émotions, ça change. Mais écoute, je pense à une paire de Louboutin que j'adore. Le talon est très haut, assez large, et il y a un talon fin rouge, signature de la maison, qui est incrusté dans un gros talon, un talon comme une colonne qui est beaucoup plus stable. Et donc, il y a la double lecture, c'est-à-dire qu'il y a le gros talon stable, et dans le gros talon stable est gravé en rouge un talon plus le talon fin. Le talon fin, plus aiguille un peu. Exactement, plus sensible. Et la semelle est pas du tout plate, elle fait des arcs comme un pont couvert. Et le dessus est matelassé serré. Et c'est une bottine qui tient bien la cheville. Et donc, il y a énormément d'histoires dans cette seule paire de bottines. C'est le genre de vêtement qui parle à ta place. Donc, tu arrives avec ces chaussures, voilà, t'as pas besoin de parler, le job est fait. Et dernière et ultime question de cet entretien. Si tu devais réécrire la définition du vêtement dans le dictionnaire, quelle serait-elle ? Je dirais que c'est d'abord la première chose qui nous distingue de l'animal.
que le vêtement est d'abord et avant tout une protection à différents niveaux. C'est une protection physique et matérielle contre les intempéries, la pluie, le soleil, le vent, le froid, machin. C'est également une protection tout simplement contre la nudité. Enfin, tu vois, et c'est une protection quelque part contre tout contexte sociologique et humain, puisque c'est un mode d'expression, c'est un langage. Et en tant que tel, ça te permet de te positionner, de te définir, de t'affirmer, de t'inscrire, de t'identifier et de te protéger. Merci Elisabeth Klaus. Mais avec plaisir, Samia. J'espère que cet épisode avec Elisabeth t'a plu et que tu as pris du plaisir à entendre cette super nana qu'on a plus souvent l'habitude de lire. Alors, je t'invite à me laisser quelques étoiles et pourquoi pas même un commentaire sur ta plateforme d'écoute préférée, à follow DHV, Déshabillez-vous, et aussi à venir rejoindre ma communauté sur Instagram. Allez, des bises! Déshabillez-vous est un podcast créé, présenté et produit par Samia Boujard, moi, avec une musique originale de Maëva Fiston, alias MPLI, montage, mixage et post-production par Alice des Belles Fréquences et Laetitia, podcast manager. DHV, déshabillez-vous!